Dans les séquences vidéo précédentes, vous avez appris à déclarer des classes et à déclarer des objets, c'est-à-dire des instances de ces classes. Par exemple, pour déclarer une instance rect de la classe rectangle, vous écririez rectangle, espace, rect, point virgule. Maintenant, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment donner d'autres valeurs que les valeurs reçues par défaut, c'est-à-dire 0, aux attributs, par exemple hauteur et largeur, de cette instance rect. Comment, même mieux, initialiser, c'est-à-dire donner une valeur initiale au départ dès la création de rect à ces attributs hauteur et largeur. Bien sûr, on pourrait faire appel au manipulateur, cette hauteur, cette largeur, c'est-à-dire d'affecter individuellement, tour à tour, des valeurs à chacun des attributs, donc comme par exemple ici, où on a déclaré donc une instance rect de la classe rectangle, où l'on aurait déclaré au préalable un double lu, et où on demande donc à l'utilisateur d'entrer la hauteur au clavier, et où au travers du manipulateur set hauteur, on affecte la valeur que l'on a lue au clavier lu, donc à la hauteur de l'instance rect, et de même, via une interaction ici avec l'utilisateur, on affecte la valeur lue à la largeur de l'instance rect. Mais ceci est évidemment une très mauvaise solution dans le cas général, parce que tout d'abord, ça nécessite que chacun des attributs soit dans l'interface, ce qui est vraiment très mauvais et qui casse l'encapsulation, comme on l'a vu dans les séquences de la semaine précédente, soit que l'on ait un manipulateur pour chacun des attributs qui lui-même aussi traduit un petit peu la façon dont la classe a été implémentée et qui donc aussi casse d'une certaine façon un petit peu l'encapsulation, puisque l'on aurait besoin d'un manipulateur pour chacun des attributs. Le but de l'encapsulation étant justement de séparer clairement l'interface et l'implémentation. Si on avait pour chaque attribut un manipulateur dans l'interface, on traduirait beaucoup trop dans l'interface les choix d'implémentation, et donc c'est dans ce sens-là que ça casse l'encapsulation. Et par ailleurs, en plus, on confie au programmeur utilisateur de la classe la responsabilité d'initialiser tous les attributs, avec donc les risques d'oubli que cela implique. C'est au programmeur concepteur de la classe qu'incombe cette responsabilité d'initialiser les attributs et d'offrir une interface qui permet d'initialiser quelques attributs bien choisis par le programmeur utilisateur de la classe. Une solution consisterait donc, comme à chaque fois que l'on a identifié une tâche spécifique, à créer une méthode dédiée à cette tâche. Donc ici, on veut faire une initialisation. La solution serait donc de créer une méthode dédiée à l'initialisation, comme par exemple donc une méthode init. Ici, bien sûr qu'on offrirait dans l'interface pour que tous les programmeurs utilisateurs de la classe puissent l'utiliser. Donc une méthode init qui aurait pour but donc d'initialiser les deux attributs hauteur et largeur, et pour ceci recevrait donc deux valeurs, h et l, respectivement pour initialiser la hauteur et initialiser la largeur. Typiquement, on utiliserait donc cette méthode d'initialisation que nous avons créée de la façon suivante, en déclarant une instance rect de la classe rectangle, et ensuite en appelant donc cette méthode init pour initialiser, donc par exemple à la hauteur A3 et la largeur A4. C'est certainement une bonne solution. C'est tellement une bonne solution que le langage Java vous offre le moyen de le faire proprement, c'est-à-dire de faire vraiment une initialisation. De telles méthodes chargées d'initialiser les instances, c'est ce que l'on appelle les constructeurs. Un constructeur est une méthode qui est systématiquement appelée lors de la déclaration d'un objet, c'est-à-dire appelée au début de vie de chaque instance. Il a donc pour rôle de faire tout ce que l'on doit faire au début de vie de chaque instance et en particulier d'initialiser les attributs. Pour déclarer un constructeur, il suffit simplement donc d'ajouter une méthode qui a le même nom que le nom de la classe, suivi donc d'éventuels paramètres nécessaires aux initialisations et suivi comme d'habitude de la définition de la méthode en question. Par exemple, pour la classe rectangle, on définirait donc une méthode rectangle qui a le même nom que la classe, qui est donc un constructeur, qui reçoit deux paramètres ici h et l pour pouvoir initialiser donc dans le corps de la méthode en question, respectivement la hauteur, l'attribut hauteur et l'attribut largeur. Les constructeurs sont donc des méthodes presque comme les autres. Les trois différences à noter sont que d'abord un constructeur n'a pas de type de retour. Nous n'avons rien mis ici, même pas void, donc ça veut dire que le constructeur n'a même pas de type de retour. La deuxième différence, c'est que le constructeur est obligé d'avoir un nom qui est exactement le même que le nom de la classe. Enfin, un constructeur doit être systématiquement appelé à chaque fois qu'une nouvelle instance est créée, appelé avec une syntaxe que l'on va détailler dans un instant.
Voilà pour les différences. Mais les constructeurs peuvent, comme les autres méthodes, être aussi surchargés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs listes de paramètres différentes pour différents constructeurs. Ce qui fait que l'on a donc plusieurs constructeurs. Nous allons revenir sur ce point-là dans la suite, mais nous voulions déjà insister ici sur le fait que l'on parle donc des constructeurs possibles pour une classe. Il n'y a pas forcément un seul constructeur unique. Revenons maintenant à notre exemple de départ pour voir comment tout ceci s'écrit concrètement. Nous allons ici déclarer un seul constructeur dans notre classe rectangle. Donc pour cela, on déclare la classe rectangle comme d'habitude, avec donc ses attributs ici dans la partie privée, hauteur et largeur. Et puis donc comme d'habitude, les différents accesseurs que l'on aurait décidé, modificateurs et méthodes que l'on a décidé de mettre dans l'interface. Mais ce que l'on a rajouté donc en plus maintenant, c'est un constructeur. Ce constructeur a donc, c'est une méthode qui a le même nom que le nom de la classe. Bien entendu, ce constructeur doit être dans l'interface puisque son but est d'être justement appelé par les personnes qui utilisent la classe. Il faut qu'il soit donc accessible à l'extérieur de la classe. Et ici, donc, en l'occurrence, il reçoit deux paramètres, respectivement H et L, pour pouvoir initialiser, donc, respectivement, l'attribut hauteur et l'attribut largeur. Voyons maintenant quand est appelé un constructeur, c'est-à-dire comment déclarer une instance que l'on initialise en même temps que l'on la déclare. Pour cela, il faut donc faire une déclaration usuelle d'une instance ici d'une certaine classe, et puis ensuite faire suivre cette déclaration par égal new, le nom de la classe ici qui va être donc un appel au constructeur auquel on passe entre parenthèses les différents paramètres nécessaires pour le constructeur. Donc par exemple dans notre classe rectangle, ici on va déclarer une instance R1 de la classe rectangle égale new appel du constructeur rectangle ici qui prend deux paramètres. Donc concrètement dans l'exemple détaillé qui nous occupe depuis le début, on aurait donc la classe rectangle avec ici en public un constructeur ici qui prend deux paramètres responsables de l'initialisation des attributs largeur et hauteur de la classe. Et par exemple, ici dans une classe exemple où on aurait le main, on déclarerait donc une instance rect1 de la classe rectangle que l'on initialise directement ici avec un appel au constructeur qui passe la valeur 3 au paramètre h pour le mettre dans la hauteur et la valeur 4 au paramètre L pour le mettre dans la largeur de rect1. Concrètement, en mémoire, on aurait donc la chose suivante, rect1 qui est rect1 ici, qui est donc une référence sur un rectangle, et lorsque l'on fait donc ce new rectangle, on va créer effectivement une instance en mémoire, rectangle, qui aurait donc ces deux paramètres hauteur et largeur, que l'appel au constructeur ici va donc initialiser aux valeurs 3 et 4. Voilà, ceci conclut notre séquence introductive sur les constructeurs. Nous avons encore beaucoup de choses à vous raconter, comme par exemple parler du constructeur par défaut, il est unique celui-ci, parler de la construction de copies, et puis regarder ce qui se passe en fin de vie d'objets et comment comparer des objets différents entre eux. Tout ceci est l'objet des séquences vidéo suivantes.